Bonjour à tous et bienvenue sur Mindhacking pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène que tout le monde ressent. Et même les animaux. On l'avait teasé à la fin de notre première vidéo Urbex. Et oui, nous allons parler du stress. C'est quoi le stress? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Toutes les réponses à ces questions dans la suite de cette vidéo. C'est parti, générique. Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé dans une situation inconfortable et ressenti un certain malaise, par exemple pendant une prise de parole en public, pendant le passage d'un examen important à l'école ou pendant un entretien d'embauche. J'ai les boules, ouais, j'ai les boules. On a trop de vidéos à faire encore, appelez-moi ensemble, j'espère que la veine ne va pas se scratcher. C'est vrai qu'en voyant les choses sous cet angle, il y a de quoi avoir peur. En tout cas, les situations stressantes sont nombreuses. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que le stress fait partie des émotions. Il représente principalement des émotions négatives telles que la peur et la colère, mais aussi des émotions positives. C'est lié, l'un des premiers chercheurs à avoir travaillé sur le stress, en observant des patients atteints de maladies différentes, s'est dit qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Mais quoi? Allez, je vous laisse quelques secondes pour deviner. Faut pas aller chercher bien loin, il s'est juste dit que les patients avaient tous l'air malades et qu'ils subissaient un stress physique. Pour tester son hypothèse, ce qu'il faisait, c'est qu'il injectait diverses substances à des rats. Il regardait ensuite leur réaction physiologique. Il a remarqué que les rats avaient la même réaction en fonction des différentes substances injectées. Il observa le même phénomène en exposant les rats à un froid glacial et à des chaleurs intenses. Mais du coup, c'est quoi le stress ? Selon ce même chercheur, c'est la réponse d'un organisme face à une situation dangereuse, menaçante dans le but de s'adapter. C'est ce qu'il va appeler le syndrome général d'adaptation. Donc quand je parle d'organisme, c'est tout ce qui va être humain, animaux, etc., etc. Un organisme, lorsqu'il va se retrouver devant une situation stressante, il va passer par diverses phases. La première phase est ce que Selye appelle la phase d'alarme, qui peut durer de quelques minutes à 24 heures. D'abord, il est dans un état de choc, il est surpris, c'est un moment de souffrance pour lui et il est vulnérable. S'il n'est pas encore mort, il peut se ressaisir et mettre en place des stratégies pour s'adapter à son environnement et survivre. L'hypothalamus, une structure cérébrale qui se situe ici, va stimuler la médule surrénale par le biais du système nerveux sympathique. Donc la médule surrénale, en fait, c'est une partie des glandes surrénales qui se situe au niveau des reins. Elle va ensuite sécréter de l'adrénaline et de la noradrénaline qui sont en fait des hormones qui va permettre une augmentation de la pression artérielle, une accélération du rythme cardiaque et de la respiration. Tout ça, ça va permettre un afflux en oxygène pour le cerveau, pour les muscles. Il va y avoir aussi une augmentation du taux de sucre dans le sang, qui est une source d'énergie qui va permettre au corps de se mobiliser pour faire face à la menace. Cette mobilisation permet à un organisme de faire face à une situation dangereuse et de se préparer soit au combat, soit à la fuite. Et il y a même des animaux, par exemple, qui font le mort dans l'espoir que leurs prédateurs se lassent et passent leur chemin. Si le stresseur est toujours présent, l'organisme va passer par une phase de résistance. Il va rassembler toute l'énergie pour retrouver un état d'équilibre. Déjà que la phase d'avant était déjà très coûteuse en énergie. Et là, ce qui va se passer, l'hypothalamus va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse va sécréter de la corticotropine qui va elle-même déclencher une sécrétion de cortisol par les glandes surrénales. Ce stress est bénéfique parce qu'il peut par exemple stimuler la mémoire et la concentration. Bah c'est super le stress en fait, c'est pas négatif comme on pourrait le penser. Il nous permet simplement de survivre et de s'adapter. Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'en fait, si le stress perdure trop longtemps, les conséquences sur la santé sont inévitables. Maladies cardiovasculaires, dépression, ulcères, baisse du système immunitaire, tant de maladies qui peuvent impacter la vie de tous les jours. En fait, l'organisme va passer dans une phase d'épuisement. Il n'a plus de ressources, plus d'énergie pour faire face à la situation. Ah ouais, en fait, on n'est pas fait pour rester trop longtemps dans cette situation. Mais au début de la vidéo, tu nous as dit que les situations stressantes étaient nombreuses. Tu peux nous parler de leurs caractéristiques un peu ? En fait, comme l'expliquent Lazarus et Folkman, il n'y a pas seulement les caractéristiques de la situation qui vont amener une personne à stresser, il va y avoir aussi ses propres caractéristiques, c'est-à-dire son vécu, sa perception, ce qui fait que pour une même situation, deux personnes en face de cette même situation n'auront pas les mêmes réactions et pas le même ressenti. Ça me fait penser à l'urbex qu'on a fait ensemble. À un moment, on est monté tout en haut d'une tour et moi j'avais trop le vertige. Et toi, tu stressais pas du tout quoi. Oh, le vide. Oh, j'ai trop le vertige, je suis pas bien là. Ah ouais, ok. Ouais, moi je peux pas monter. Là, du coup, comme vous pouvez le constater, c'est le vide en dessous. Donc c'est assez dangereux, on va peut-être faire demi-tour. Regardez. Et en plus, Oh là là, fais gaffe.
il y a le vide juste derrière Estelle. Ouais. Moi je suis pas sereine. Et il y a le vide juste derrière moi. J'ai le vertige par procuration, donc arrête s'il te plaît. Attends, Oh, il m'énerve. Vas-y, je me casse. j'arrive. Si tu tombes, franchement, je te laisse là. J'en ai rien à foutre. C'est moi qui ai les clés de la voiture, je m'en fous. Je te préviens. Selon leur théorie, pour qu'une situation soit perçue comme potentiellement stressante et qu'il y ait une réaction de stress, l'individu va d'abord repérer l'enjeu de cette situation. Donc en fait là c'est encore subjectif, ça dépend de ce que ça va représenter pour cet individu. Il peut soit évaluer la situation comme une perte ou un préjudice, par exemple la perte d'un proche, la perte d'un emploi. Une situation peut être perçue comme menaçante, par exemple avoir peur de faire un accident lorsqu'on roule sous une averse et qu'il n'y a aucune visibilité. Une situation peut aussi être perçue comme un défi. Par exemple, si une personne sait qu'elle va se faire licencier, elle va tout faire pour paraître compétente, pour justement rester, et du coup elle va percevoir la situation comme un challenge. Après avoir évalué la situation en fonction des enjeux, la personne va voir si elle a une stratégie pour faire face à cette situation. C'est ce que Folkman et Lazarus appellent le coping. Il y a des stratégies qui sont centrées directement sur la situation, sur le problème. Donc là, c'est modifier le problème pour justement ensuite modifier l'émotion. C'est ce qui va être par exemple mettre en place un plan d'action pour résoudre le problème, se confronter directement au problème ou voir par exemple le bon côté des choses. Imaginez-vous. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes perdu au milieu de nulle part, vous devez rejoindre vos amis, mais vous venez juste de crever. Vous êtes anxieux parce que vous allez être en retard. Vous vous confrontez directement à la situation, vous mettez en place un plan d'action pour changer la roue, chercher le cric, soulever la voiture, enlever la roue crevée, remplacer par la nouvelle roue. Et puis bon, faut quand même voir le bon côté des choses, il n'y a pas eu d'accident grave. Ça permet de diminuer votre anxiété. Agir sur la situation permet de réduire le stress. Il va y avoir aussi les stratégies centrées sur l'émotion, c'est-à-dire éliminer complètement l'émotion induite par le stresseur. C'est tout ce qui va être stratégie d'évitement, de fuite. Bon, on va prendre un exemple bateau. Par exemple, vous vous faites larguer, vous êtes triste, et donc pour essayer d'oublier cette situation, vous allez noyer votre chagrin dans l'alcool. Pour finir, il y a le coping centré sur la recherche de soutien social. C'est tout ce qui va être recherche d'informations, recherche de réconfort auprès de notre entourage. L'efficacité d'une stratégie dépend de la situation et aussi de la personne qui l'utilise. Ça veut dire que si on met deux personnes en face de la même situation stressante qui utilisent la même stratégie, il se peut que la stratégie fonctionnera pour l'un et pas pour l'autre. Pour aller plus loin, en allant chercher du côté des thérapies cognitivo-comportementales, certaines personnes peuvent avoir des croyances dites irrationnelles qui peuvent en fait les amener à avoir des réactions de stress dans des situations particulières, donc des situations qui ne demandent pas forcément à stresser. Par exemple, prenons le cas d'une personne agoraphobe. Ces croyances l'amènent à avoir une angoisse non pertinente face à une foule, ce qui va l'amener à éviter les endroits où il y a plein de monde. Ou pour prendre un autre exemple, si vous souhaitez vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, apprendre un instrument de musique, ou créer une entreprise, et vous vous dites j'y arriverai jamais, les autres vont se moquer de moi, c'est pas une bonne idée. Là, il y a vraiment un risque que vous fassiez pas le premier pas pour vous lancer dans ce projet. Et bien maintenant qu'on sait comment fonctionne le stress, je peux maintenant répondre à la question que je me suis posée à la fin de la dernière vidéo Urbex. Oh, ça y est, pourquoi j'ai stressé autant comme ça, alors qu'il n'y avait pas besoin de stresser comme ça? En fait, j'ai perçu la situation comme une menace. J'ai eu peur de croiser la police et je voulais pas en fait me faire arrêter et puis payer une amende après. J'ai eu peur de croiser des personnes non recommandables et de me faire agresser et peur aussi de me blesser. Mais au fur et à mesure de la vidéo, ça allait mieux. J'ai réussi à un peu mieux gérer mon stress et ce que je faisais, c'est que je réévaluais la situation, je donnais une autre signification à la situation qui faisait que en fait ça diminuait mon stress et j'étais beaucoup plus serein. Et ce que je me disais, c'était c'est pas grave, si je me fais arrêter par la police, je leur expliquerai que ce que je faisais, c'était pas dégrader le lieu, mais c'était juste pour faire une vidéo. Si je me faisais agresser par des personnes non recommandables, j'essaye de négocier au pire quoi. Et puis sur ce lieu-là, je pensais pas me blesser parce que c'était quand même assez solide. Et c'est une fin de vidéo, on espère que vous l'aurez trouvée intéressante. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les situations qui vous stressent et les stratégies que vous utilisez pour gérer votre stress. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des thèmes spécifiques que vous voudriez qu'on aborde dans nos vidéos. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.